Chers spéculateurs, bonjour, bienvenue dans la vidéo. J'ai oublié de faire l'intro, du coup, je suis plus en chemise, bref, casquette, machin truc. J'étais parti, je suis revenu, j'ai fait l'intro. J'ai glissé une petite pépite en plein milieu de la vidéo qui est pourquoi je n'ai pas fait ce trade alors qu'on a un cas pratique qui est vraiment excellentissime, le genre de trade que l'on veut mettre en place sur le swing trading daily notamment. Première partie de la vidéo, crypto. Or, je vais aussi vous parler d'un signal de correction sur le marché des matières premières qui pourrait être annonciateur d'une récession aux États-Unis, récession qui pourrait amener les indices boursiers à entrer dans le scénario numéro 2 de la fin de la vidéo. Donc fin de vidéo, je vous ai mis deux scénarios sur les indices boursiers en trimestriel et vous verrez que en fait tout est une histoire de vase communicant et d'effets domino. Donc regardez bien cette vidéo, je pense que vous allez apprendre des choses. Analyse rapide du Bitcoin, donc une semaine supplémentaire de stabilisation suite à la semaine du scandale FTX. Donc voilà, ça fait 1, 2, 3, 4 semaines qu'on est en latéralisation ou en tout cas rebond au sein d'un nouveau signal de baisse et d'accélération baissière. Donc là, on voit bien qu'on commence à stabiliser, qu'on arrive sur des niveaux de résistance. Donc dès que le mouvement de panique va repartir, ça risque de relancer. Alors je ne sais pas si on va avoir un nouveau cadavre qui va sortir du placard la semaine prochaine ou d'ici la fin de l'année. En tout cas, dès qu'il y aura une nouvelle news qui va sortir sur le marché des cryptos, le potentiel là, ça va être un nouveau potentiel de l'ordre de moins 40%. Donc affaire à suivre, on est toujours dans une grande dégringolade. Il va falloir qu'on attende plusieurs mois, voire plusieurs trimestres avant qu'on rentre dans un nouveau bull market, le scénario que je vous ai mis en bleu. L'Ethereum est dans un scénario un petit peu plus favorable dans le sens où tout simplement on est toujours en latéralisation. Regardez le Bitcoin, je le repasse, la latéralisation elle a cassé par le bas, affaire FTX, et Ethereum, lui est toujours en latéralisation. Les bandes de Bollinger ici en hebdomadaire sont stables, on a une contraction même de la volatilité, ce qui signifie que la prochaine cassure par le bas ou par le haut, alors hop, par le haut ou par le bas, donnera naissance en principe à un mouvement d'ampleur. Donc le mouvement il peut se faire en 1, 2, 3 semaines, tout comme il peut se faire en plusieurs mois. Ça va dépendre un petit peu du news flow qui va driver Ethereum, sachant que Bitcoin et Ethereum, enfin que toute la sphère crypto et les pieds et poings liés au cycle de liquidité, contraction, extension de liquidité, que là on est sur un cycle plutôt de contraction, les liquidités se retirent, tout le monde a peur. On en parlait dans la communauté du fait que Ledger est en train de faire un gros carton en bourse parce que tout simplement tout le monde achète des ledgers pour fuir les échangeurs, mais que c'était pas un carton qui était durable puisque la nouvelle régulation et réglementation favorisera un nouveau retour des liquidités vers les échangeurs, puisque à chaque crise des nouvelles régulations, et ces nouvelles régulations servent à prémunir de refaire deux fois la même erreur, mais chaque nouvelle régulation amène à des nouveaux excès qui par la suite amèneront à des crises, etc., etc. C'est le cycle de la destruction créatrice schumpeterienne que l'on retrouve dans absolument toutes les thématiques de vie. Donc, bref, Ethereum, si le Bitcoin il commence à nouveau à dévisser, Ethereum ça devrait péter par le bas. Si le Bitcoin il arrive à stabiliser ici sur des niveaux où on se prend pas un moins 40%, Ethereum pourrait éventuellement continuer à latéraliser et affaire à suivre. En tout cas voilà, la sphère crypto pour le moment reste toujours un marché où les liquidités se font la malle. Il y a plus de, les gens n'en veulent pas. C'est pas un endroit où on place des trades en espérant des asymétries positives sur plusieurs mois. Si vous êtes un day trader, chose dont je doute parce que 99% des day traders grillent leur compte en l'espace de moins d'un mois. Mais si vous êtes dans ce cas de figure, vous êtes hors norme, c'est un marché dans lequel il y a de la volatilité et vous pouvez vous amuser. Sinon, honnêtement, je vous invite tout simplement à rester en dehors de ce marché pour des opérations spéculatives. Et bien entendu, tous ceux qui font du DCA, du dollar cost averaging, donc chaque semaine, chaque mois, ils rajoutent un petit peu, c'est les conditions de marché idéales. Acheter comme ça un petit peu d'une classe d'actifs qui est
en pleine explosion de la volatilité, en plein marché baissier, le DCA est la meilleure stratégie dans ce type de marché parce qu'on chope régulièrement, on fait de la moyenne à la baisse. Bien entendu, quand on dit moyenne à la baisse, on ne fait pas une moyenne à la baisse avec 100% de son patrimoine. On se dit par exemple, chaque année, je vais allouer 5% de mon patrimoine au Bitcoin et tous les mois, je vais mettre, chaque année, je mets 6% de mon patrimoine sur du Bitcoin et tous les mois, je vais investir 0,5% de mon patrimoine sur du Bitcoin, ce qui fait qu'à la fin de l'année, j'aurai investi mes 6%, donc chaque mois, hop, 0,5, 0,5, 0,5, et ce qui fait que tout simplement, sur le Bitcoin, si on regarde en mensuel, on a commencé ici, 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez, ça fait une moyenne à la baisse. Et ce qui fait que pour le prochain cycle de hausse, tous ceux qui ont fait ça auront un prix de revient correct sans avoir tenté de timer le marché. Alors je sais que sur cette chaîne, vous aimez bien les analyses plutôt pour timer le marché et prendre des paris spéculatifs. Mais j'essaye un petit peu de couvrir le raisonnement à tous les types d'investisseurs qui sont susceptibles de regarder cette vidéo. Donc c'est pour ça que je parle aussi du DCA en ce moment. Alors j'en profite pour faire un petit appel à tous les élèves qui ont suivi le pack de Swing Trading Daily, qui n'ont pas encore rejoint le canal l'Anti-Sèche. On a dépassé les 300 connectés sur ce canal-là. Et là, cette semaine, il y a eu pas mal de petits cas pratiques, notamment sur une requête de marché à éviter, le pourquoi du comment. Donc ce sont des petits cas pratiques avec des exercices corrigés. On a un cas pratique de requête avec un très joli trade gagnant qui vous explique justement la différence entre la fausse bonne idée de trade et la vraie bonne idée de trade. On a un suivi de trade sur un trade de news, donc une anomalie de type post-earning announcement drift, donc sur une publication de résultats qui a été très très positive. Et d'ailleurs, en parlant de ça, la team m'a demandé, donc Nico m'a dit, Cédric, il faut absolument que tu présentes ce cas pratique dans la vidéo hebdo. Et je lui ai dit, non, les conditions de marché sont pas top, j'ai pas envie de faire j'ai pas envie de présenter des cas pratiques tant qu'on n'est pas de retour dans des conditions de marché qui sont extrêmement favorables, tant que toutes les planètes ne sont pas alignées, parce que ça va donner l'envie à la communauté, donc à vous qui me regardez, de placer des trades alors que les espérances de gain, les asymétries positives ne sont pas en notre faveur et que même les taux de réussite ne sont pas en notre faveur. Même si je vous dis régulièrement, voilà, vous allez avoir un trade gagnant sur deux, donc un trade perdant sur deux, c'est pas vrai. Quand on trade dans des conditions de marché où tout est aligné, on peut très facilement se retrouver à du 70-80% de taux de réussite avec un money management qui est extrêmement prudentiel et défensif. Ça ne veut pas dire que les 80% de trades gagnants vont nous rapporter de l'argent. Non. Ça veut simplement dire que sur les 80% de trades gagnants, il y en a une grosse majorité qui ne vont pas nous faire perdre de l'argent. Ça va être des trades flat ou semi-flat avec des micro-gains, mais que voilà, ça nous met dans des dispositions psychologiques où on est extrêmement à l'aise, puisque les 20% de trades où on perd de l'argent, on a la perte qu'on avait définie à l'avance, et les 80% de trades où on n'en perd pas, on se dit c'est cool, j'ai l'impression de pas perdre. Donc c'est en cela que le plan de trading vaut mieux l'adapter à des conditions où la psychologie du trader, du spéculateur est propice. Vaut mieux moins gagner, mais avoir une psychologie qui est bonne pour les marchés financiers. C'est-à-dire qu'on pourrait gagner plus en changeant un plan de trade, on pourrait gagner plus d'argent mais en ne gagnant que 20% du temps. Cependant, les conditions psychologiques pour ne gagner que 20% du temps et perdre 8 trades sur 10, c'est vraiment très 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 difficile de mettre ça en place quand on est un particulier, quand on est un être humain tout simplement. Les machines peuvent le faire, l'être humain, vraiment, je connais pas d'être humain qui est capable de tenir ce type de routine sur le moyen long terme. Donc c'est pour ça qu'il faut faire des petits ajustements du plan de trade pour qu'il fit, pour qu'il soit en cohérence, en résonance avec nos émotions d'être humain. Il faut que cette routine de swing trading en daily ou en hebdo, pour ceux qui sont dans l'école, elle soit légère, que l'on puisse la mettre en place sur un rythme quotidien sans que ça nous prenne beaucoup de temps, sans qu'on ait des manipulations de notre emploi du temps à faire. Il faut que ça change rien à notre quotidien actuel et il faut que ce soit un jeu, un plaisir. Et là actuellement, les conditions de marché ne sont pas suffisamment intéressantes pour que je vous présente des cas pratiques. Donc, je vais faire une petite exception cette semaine. Je vais vous présenter ce qui a été vu, mais je ne vous recommande surtout pas, même si vous en voyez d'autres comme ça, de prendre des trades dessus tant qu'on n'a pas des conditions de marché qui sont correctes, tout simplement.
Donc voilà, l'action en l'occurrence c'est WDH, compagnie d'assurance. On a un marché baissier, stabilisation large base. Vous voyez que la large base elle est vraiment très très propre, hein. Elle dure longtemps. On a un consensus de prix qui s'établit autour de 1,20 $. On a premier breakout ici, les volumes commencent à arriver, des volumes qui restent quand même relativement faibles parce qu'on est sur de la... C'est pas de la penny stock, hein, on est au-dessus de 1 $, mais voilà, c'est pas une entreprise qui est extrêmement suivie et couverte. Et là, on a les volumes qui arrivent de plus en plus massivement. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette séance-là? Donc, large base, puis une petite base en mode requête de marché avec un breakout sur publication de résultats, et une publication de résultats qui étonne le marché, qui est positive. On a ensuite une grande banque d'affaires qui rehausse, hein, donc les analystes qui suivent cette action rehaussent leurs attentes, hein, de résultats, hein, de publication de résultats sur le prochain trimestre. Du coup, eh bien, tout ça, hein, ça crée de l'agitation, ça crée des volumes, ça crée des attentes vers le haut et donc ça devrait commencer à pousser le titre dans un nouveau cycle de hausse avec, vous voyez, on cote 2,25, on peut aller chercher relativement vite, surtout que c'est une action qui a pas énormément de float, elle n'a pas beaucoup d'action à son flottant, elle a peu de volume, donc si les volumes commencent, les acheteurs commencent à créer beaucoup d'agitation, beaucoup de transactions et que ce sont des institutionnels qui commencent à accumuler de ce titre, ça peut monter très vite, très haut, très fort. Donc là, tous les ingrédients sont en place pour un trade de type trade de news. C'est un mix entre une requête de marché et avec une annonce de résultats en mode trade de news. Et là, si on était dans des conditions de marché habituelles, ça pourrait être prenable. Et donc je rigolais hier avec Nico qui me dit ouais je vais prendre le trade et tout, tous les éléments sont là. Et je lui dis oui c'est vrai tous les éléments sont là sauf le marché. Et le marché c'est quand même le premier facteur qui nous dit si on est en risk on ou en risk off. Et là actuellement on est censé être out. Quel que soit le type d'opportunité que l'on trouve sur le marché, on reste en dehors. Sinon, on est en mode jeu, on est en mode casino, on est en mode gambling. Donc, tous ceux qui veulent prendre ce type de trade, il faut savoir que ils sont là pour jouer. C'est comme s'ils allaient au casino et qu'ils jetaient de l'argent par les fenêtres parce qu'ils n'ont pas les espérances de gain, les taux de réussite qu'ils devraient avoir s'ils tradaient de manière professionnelle. Donc voilà, le sujet de notre conversation s'est clôturé par Nico qui me dit je sais que tu vas titrer la vidéo pourquoi je n'ai pas pris ce trade. Et bah écoutez, je vais la titrer comme ça cette vidéo. Pourquoi je n'ai pas pris ce trade. Merci Nico pour l'inspiration. Allez, je passe à la suite. Alors, avant de vous faire une analyse sur l'or coté en dollars et l'or coté en euros, je vous fais un petit retour sur le dollar. Le dollar coté face à un panier de devises à travers le monde. Donc le dollar, vous voyez, au cours des dernières semaines, on est en semaine. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, depuis le mois d'octobre, il a bien dévissé. On arrive sur la bande de Bollinger inférieure. Donc c'est une zone de support dynamique. Donc là, le climax run, il a pété. Donc là, ça signifie que sur cette unité de temps, en hebdomadaire, tant que la bande de Bollinger inférieure sert de support, on va s'attendre notamment à quelque chose comme ça, à une latéralisation, avec ensuite un nouveau scénario à la hausse ou à la baisse. Et vous voyez des bandes de Bollinger là au-dessus qui devraient entourer, comme ceci, les cours de bourse. Donc ça, c'est le schéma mental. Quand je parle de ce scénario, c'est le schéma mental qu'il faut attendre tant que le support hebdomadaire, la bande de Bollinger inférieure, sert de support. À partir du moment où ce support pète avec une clôture en dessous, là il faut passer sur une unité de temps supérieure pour aller chercher un nouveau support. Et là à ce moment-là, on verra que le support dynamique, c'est la moyenne mobile ici là à mensuel, donc à 20 mois, qui correspond aussi à l'ancienne résistance qui sert de support. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'on construit et déconstruit des scénarios en bourse et des attentes. En tout cas, voilà, en hebdomadaire, pour le moment, le dollar est censé stabiliser, au moins avoir une réaction de rebond sur cette zone-là. Et en mensuel, cette zone-là, on a un petit peu plus de latence vers le bas. Donc si en hebdomadaire, cette zone-là ne sert pas de support et qu'on la casse, on ira sur l'unité de temps supérieure en mensuel et on ira chercher un petit peu plus bas ici les zones de support et notamment la trendline que je vous ai tracée, le grand support horizontal et tout ça, ça coïncide, hein, ça converge ici avec la moyenne mobile à 20 mois. Donc c'est comme ça qu'on construit et déconstruit.
Donc tout ça pour dire une chose, c'est que le dollar, maintenant qu'il a bien corrigé, en principe, vu qu'il est sur la zone de support, s'il ne paye pas le support, il devrait commencer à latéraliser, ce qui devrait libérer un petit peu le pouvoir d'appréciation de l'or sans qu'il y ait la parité qui pèse en contre-coup. Donc le GLD, donc c'est le tracker qui suit l'or, je vais vous le mettre en mensuel. Vous voyez toujours cette image à long terme. Donc, on est toujours lancé dans un nouveau cycle de hausse. On a ici une latéralisation qui est en train de se mettre en place. On avait ici un faux break par le bas qui a été invalidé ici au mois de novembre, avec notamment cette structure de retournement en double creux. Donc là, on est dans tout simplement la dynamique d'une partie de ping-pong, à savoir, hop, un retour vers le haut. Donc, on a été chercher très bas et on est censé faire un contre-coup de volatilité relativement haut. Et vous voyez que pour que ça reste un normé, la gravité actuellement sur l'or, entre le bas et le haut, eh bien, ce sont ces deux grandes bornes. Donc, si on a un excès de rebond à court terme, on devrait aller chercher voilà, cette zone-là. Et après, l'histoire nous racontera la suite, à savoir, est-ce que l'or va mûrir pour... Comme ça, va latéraliser pour ensuite breaker par le haut et lancer un nouveau bull market. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. En tout cas, à court terme, on est simplement dans un scénario de rebond avec la zone des 180 sur le GLD en objectif sur les prochaines semaines, les prochains mois. Quant alors, côté en euros, on a un comportement qui est extrêmement positif parce qu'on a une contraction de la volatilité qui devient vraiment... extrême. Vous voyez là, ça fait une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines que les fluctuations n'ont jamais été aussi faibles sur l'or. On a vraiment une contraction de la volatilité. Donc ça veut dire que les bandes de Bollinger que vous voyez ici en hebdomadaire au-dessus et en dessous là, elles devraient continuer à resserrer les cours. Et vous savez, vous commencez à avoir l'habitude. Plus la volatilité se contracte et plus derrière, quand il y a un breakout qui se met en place, on a une explosion de la volatilité et donc des prix dans le sens du breakout. Donc pour rappel, ici on avait le même genre de contexte. Alors hop, voilà, on avait des bandes de Bollinger qui se resserraient, on avait des cours ici qui commencent à stabiliser très fortement. Donc 1, 2, 3, 4 semaines de stabilisation. Les bandes de Bollinger sur la 5e semaine là, qui sont resserrées très fort. Ensuite, on a eu le breakout un peu plus loin, donc vers le haut. Donc ça nous donne un signal de top départ d'une tendance qui a un potentiel explosif puisque une fois que la volatilité est contractée, il faut qu'elle explose. Et on a eu un cycle assez fort sur l'or. Donc là, on est en train de reconstruire. C'est toujours la même sauce. En tout cas, pour faire des paris avec des asymétries positives, c'est toujours la même chose qu'on utilise. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités chaque année, surtout sur des unités de temps en hebdomadaire à travers les différentes classes d'actifs. Il n'y en a pas souvent. Mais là, voilà, on est en train de construire ça. Donc, les bandes de Bollinger, là, elles se resserrent, mais elles ne sont pas encore extrêmement resserré, mais vous voyez que le comportement des cours font que dans les 2, 3, 4 prochaines semaines, si les bandes de Bollinger commencent à se resserrer très fort, eh bien le grand pivot que je vous ai dessiné ici, il se retrouvera très probablement ici. Et si on a le break qui se met en place, eh bien, vers le haut, on aura un signal de top départ sur l'or face à l'euro et d'ailleurs face à toutes les devises qui ont été faibles face au dollar au cours des derniers mois. Donc voilà pour les scénarios sur l'or, or côté en dollars, or côté en euros dans ce cas de figure. Allez, petit fait marquant cette semaine, pour rappel le DBC, c'est un indice pondéré de plusieurs commodities, donc que ce soit de l'énergie, de l'agriculture, des métaux précieux, voilà, ça représente la classe d'actifs commodities. Donc on a eu depuis 2020 une hausse qui est devenue quasi parabolique. On a eu le fameux wedge qui nous avait fait sortir, qui m'avait fait sortir de la position Bitcoin sur la même pattern, un climax plus un wedge. Donc un wedge, typiquement, un wedge pour le reconnaître, quand on est en suivi de tendance, on se dit on a une séance qui casse vers le haut
ça continue et puis ça foire et puis ça repasse à l'intérieur. Quand on a ce type de pattern tout en haut d'un climax run, ça veut dire que c'était pas une ta séance mais que finalement c'est un biseau. Donc un biseau, un wedge, c'est cette forme-là. Et donc on a cassé par le bas. Donc là, ça c'était annonciateur d'une correction plus ou moins sévère. Donc au moins à court terme, on avait la bande de Bollinger inférieure qui était visée. Elle a servi de support, ça latéralise. Et là, qu'est-ce qu'on observe cette semaine? Une tentative de cassure de la bande de Bollinger inférieure en hebdomadaire. Le support ici, horizontal, il est toujours maintenu. Mais si la semaine prochaine ou dans les 2-3 prochaines semaines, on commence à casser ce niveau-là, ce niveau de support, eh bien, ça voudra dire que la dégringolade sur les matières premières, de manière générale, pourra se mettre en place, ce qui aura un effet un petit peu de relâchement. Alors, bien entendu, le côté de relâchement sur les prix de l'inflation et l'inflation. Mais le côté négatif, c'est que peut-être que tout cela est en train de se mettre en place parce qu'une récession aux États-Unis est en train de poindre le bout de son nez. Et donc, si on monte d'une unité de temps, puisque je vous rappelle, quand on casse une bande de Bollinger ici, donc un support, une résistance, il faut monter sur une unité de temps supérieure pour voir où est l'objectif. Donc là, bien entendu, vous voyez, je vous ai mis un objectif horizontal avec juste le jeu des graphes, mais on peut monter sur l'unité de temps supérieure en mensuel pour voir dynamiquement donc où est le prochain support. Donc le prochain support est ici, puis il y en a un autre qui est, on va dire, ici. Pourquoi ici? Parce que la bande de Bollinger, le mois prochain, elle va monter. Et voilà, on devrait avoir quelque chose comme ceci. Vous voyez que là, si ça commence à dégringoler, on va avoir deux objectifs sur les unités de temps supérieures. Celui-ci, qui est à peu près la zone actuelle. Donc il va falloir, si on la casse, en gros, on aura là une dégringolade de l'ordre de... Allez, de l'ordre de moins 20% sur les commodities. Donc pour le moment, c'est pas fait, mais on est en train de vouloir casser. Donc là, si on commence à lancer le mouvement vers le sud, en mensuel, c'est un moins 20% potentiel qui nous attend sur les commodities. Analyse du SP500 avec les deux scénarios à garder à l'esprit. Donc scénario très long terme, deux grandes possibilités. Scénario numéro 1, on rebondit depuis les niveaux actuels en trimestriel et on est toujours en bull market. On a déjà eu ce rebond pendant la crise Covid ici en trimestriel sur la moyenne mobile à 20 trimestres. Donc là, ça voudrait dire que hop, on est dans le scénario où le grand bull market continue. Donc là, on ne casse pas ces niveaux, ça a servi de support. Scénario numéro 2, on casse le support ici et on va chercher tout simplement la bande de Bollinger inférieure en trimestriel. Et à ce moment-là, on rentre dans un énorme range market avec marché baissier, marché haussier, marché baissier, marché haussier et peut-être derrière libération d'un nouveau grand bull market, exactement le range market comme ce qu'on a vécu entre 2000 et 2012. Donc voilà, ça c'est les deux scénarios qu'il faut garder à l'esprit et en ce moment, tout se joue là sur le support. Donc on va descendre d'une unité de temps pour voir un petit peu ce qui se passe. On voit bien que là, le support, là, on est en train de latéraliser. On ne sait pas si on va casser par le bas ou casser par le haut. Donc le suspense est à son comble. On aura la réponse au cours des, on va dire, entre les 2-3 prochains mois et même la fin de l'année 2024. En tout cas, comme j'avais dit, au mois de septembre, ici on a un signal de top départ de marché baissier qui a été tout de suite stoppé. Si au cours du mois de janvier, février, mars, là, on vient à recasser ce niveau-là, ça voudra dire qu'en trimestriel, on est dans le scénario numéro 2 et on va pouvoir viser assez bas avant de repartir sur un grand range market. Bien entendu, si là, on est simplement en train de latéraliser d'une marge d'escalier comme ce qu'on a déjà vu par le passé, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, donc là ce serait la 5e fois, ça voudrait dire qu'on est simplement dans une pause au sein d'un long cycle haussier séculaire qui s'arrêtera, Dieu seul sait quand il s'arrêtera. Donc voilà, on est vraiment à des niveaux là où soit ça pète et on est parti sur 20 années de range market sans voir de nouveaux plus hauts sur le SP500, soit on ne casse pas ces niveaux de support et on est toujours en bull market et on pourra espérer d'ici 2024-2025 une nouvelle tentative de jambes haussières. Donc voilà les deux scénarios qu'il faut garder à l'esprit. Alors après à court terme, je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine que j'aille sur du
du weekly, donc cette semaine, hein, petite semaine de baisse. On est en train de faire du ping-pong entre la bande de Bollinger inférieure et la bande de Bollinger supérieure. On a toujours un potentiel de hausse qui est de l'ordre de 8% de hausse hein, sur le SP500 sur les quelques semaines à venir, hein, peut-être pour un rallye de fin d'année. Mais voilà, c'est vraiment très très limité. Hein. La hausse est très limitée. On a déjà fait 1, 2, 3, 4, 5 ou 1, 2, 3, 4 et là on aurait la 5e vague de hausse intra-range. Donc le potentiel reste limité à très court terme. Je vous invite simplement à garder vraiment cette histoire hein, de ces deux scénarios en tête et notamment en mensuel. Ce range, va-t-il casser par le bas? Va-t-il casser par le haut? C'est ce qu'on va suivre au cours des prochaines semaines dans cette vidéo hebdo.